Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez mettre un petit oui dans le chat si vous m'entendez bien? S'il vous plaît. Super. Parfait. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, le thème, comment mettre en œuvre un enseignement explicite autour de stratégies de compréhension. Alors, nos intervenants sont Laurent Lima et Anna Potoki, qui sont maîtres de conférences en sciences de l'éducation et formation à l'Université Grenoble-Alpes et qui sont auteurs des cahiers des stratégies pour lire et comprendre. Avant de leur laisser la parole, je voudrais juste préciser que leur intervention va durer 40-45 minutes, puis vous aurez un temps pour vos questions. Vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat pendant la présentation et les intervenants y répondront avec plaisir à la fin de leur intervention. Merci beaucoup et je laisse la parole aux intervenants. Eh bien, merci. Donc, je vais commencer par me présenter et puis par dire que c'est moi qui commencerai la présentation et qu'ensuite ma collègue Anna Potoki, qui est à côté de moi, fera la deuxième partie de la présentation, puisqu'on a deux outils à vous présenter. Je vais donc passer directement en partage d'écran, juste en disant quelques mots sur moi. Donc, je suis maître de conférence en sciences d'éducation, comme ça vient d'être dit, et je travaille sur la compréhension de l'écrit depuis très longtemps, depuis ma thèse, que j'ai soutenue en 2001. Voilà. Alors, on va donc vous parler d'enseignement de la compréhension et essayer de vous indiquer quels sont les fondements théoriques qui ont présidé à la conception des outils dont on va vous parler et aussi quel type d'approche pédagogique ils mettent en œuvre. Évidemment. Voilà. Alors d'abord, je vais commencer par quelques constats pour dire que les différentes études internationales, les différentes évaluations internationales, que ce soit PISA ou que ce soit PIRLS, montrent que les élèves français ne sont pas particulièrement performants en compréhension, que ce soit à l'école primaire pour PIRLS ou à 15 ans pour PISA. Si on regarde PIRLS, les derniers résultats montrent que la France est nettement en dessous de la moyenne européenne, significativement en dessous, et que non seulement le niveau moyen est plus faible que dans les autres pays européens, mais qu'en plus, la proportion d'élèves qui ont des niveaux bas de compréhension, des faibles niveaux de compréhension, sur le graphique qui est à droite, c'est les niveaux les plus clairs, les deux niveaux les plus clairs, eh bien, cette proportion est plus élevée en France qu'en moyenne dans les autres pays de l'Union européenne. Et de même, à l'inverse, on a moins d'élèves performants que dans les autres pays. Alors, puisqu'on va vous parler de compréhension, je pense que c'est intéressant de dire ce que ça signifie. Comprendre, c'est construire une représentation mentale. Si tout va bien, cette représentation mentale, elle va être en accord avec ce que dit le texte qu'on a lu ou qu'on a entendu, ce que dit le discours qu'on a entendu. Cette représentation mentale, elle va dépendre d'un certain nombre de caractéristiques du texte lui-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fera des choses en deux parties, puisque moi je vais vous parler de narration, mais Anna va vous parler plutôt de texte informatif. Ça dépend de ce que souhaitait véhiculer l'auteur, et ça dépend de ce à quoi sert la lecture. On ne lira pas un texte de la même façon si on cherche une information précise ou si on le lit pour son plaisir. Ça dépend aussi du contexte qui peut être plus ou moins aidant, mais ça dépend surtout du lecteur lui-même, des structures cognitives dont il dispose, et en particulier de ses connaissances sur la langue et sur le monde, de ses structures affectives, et enfin des processus cognitifs dont il dispose et qu'il va être capable de mettre en œuvre pour comprendre. En particulier d'un ensemble de procédures qu'il est capable d'employer de manière stratégique. Alors, il y a un modèle très classique de la compréhension qui nous dit que la compréhension, c'est un processus qui va avancer progressivement en construisant différents niveaux de compréhension, différentes structures, qui partent de quelque chose qu'on va appeler la structure de surface, qui est le plus proche du texte lui-même, pour aller vers
ce qu'on va retenir au final en mémoire, qui est la représentation finale qu'on aura en mémoire, qui est le modèle de la situation. Et on passe par différentes étapes dans lesquelles on va de plus en plus synthétiser, reconstruire, structurer l'information pour aboutir à ce modèle de situation. Alors, comme je vais détailler un peu chacune, je ne vais pas directement les présenter, mais vous voyez, on passe de la structure de surface à la microstructure, puis ensuite à la macrostructure, et enfin au modèle de situation. Alors, pour illustrer ça, je vais prendre un texte qui en lui-même n'a aucun intérêt. Ce qui m'arrange, c'est qu'il a des pronoms, des connecteurs, des choses comme ça, et que donc, il va y avoir des choses à interpréter, à construire. Voilà, donc le texte, c'est « Le garçon s'apprêtait à refermer la fenêtre quand il les vit, ombre mouvante qui prenait peu à peu forme humaine. L'une des silhouettes était une femme. » Bon, c'est ce que je devais lire sur là. Voilà, alors, donc on va devoir traiter le texte proposition par proposition. Alors parfois, je n'ai pas tout à fait découpé en propositions, mais c'était plus simple comme ça. Avec l'idée qu'on va interpréter le sens des mots, on va leur attribuer une signification. Qu'on va aussi traiter la syntaxe pour regarder comment les mots s'articulent les uns avec les autres. Et commencer à produire cette signification de chacune des propositions. Et puis, il va y avoir des moments où certains mots n'ont pas encore une signification précise. C'est le cas des il et des les ici. Ça indique qu'il y aura un traitement à faire, qu'on va rechercher pour le il quelque chose qui est potentiellement masculin singulier, pour le les plutôt du pluriel, mais que ce traitement, il ne va pas encore se faire maintenant, il se fera dans une étape ultérieure. Voilà, donc c'est encore le cas du qui, par exemple, ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on a encore tout un ensemble de propositions qui ne sont pas encore connectées entre elles, mais pour lesquelles on a déjà produit une certaine signification. L'étape suivante, ça va être justement d'établir ces connexions entre ces différentes propositions, et pour ça, on va utiliser des éléments qui sont communs dans les différentes propositions, et c'est le cas, par exemple, des pronoms qui renvoient à quelque chose dont on a déjà parlé ou dont on va parler par la suite, et qu'on va devoir donc traiter pour connecter les différentes propositions. C'est ce qui va permettre de constituer la microstructure en établissant ces différents... Alors, ce n'est pas tout à fait parfait, mais on voit l'idée, en établissant les différentes connexions et en aboutissant à quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus connecté. On peut déjà identifier des obstacles à la compréhension dès ces premières étapes. Ce qu'on voit, c'est que pour élaborer la structure de surface, on peut avoir des difficultés avec le lexique lui-même, avec le vocabulaire, à la fois en étendue, on ne connaît pas les mots du tout, on ne les a jamais rencontrés, voilà, on dispose de peu de mots, ou en profondeur, on ne connaît pas la signification précise de ce mot dans ce contexte-là. On peut aussi avoir des problèmes avec la syntaxe, que je n'ai pas mis d'ailleurs. En général, plus la syntaxe se complexifie, plus les élèves vont avoir des problèmes. Et puis, bien sûr, il peut y avoir des problèmes d'identification des mots si on est à l'écrit, mais j'en parlerai pas du tout, enfin très peu. Et puis, au-delà de la structure de surface, dès qu'on commence à vouloir intégrer les différentes propositions les unes avec les autres, eh bien, on peut avoir des problèmes avec l'interprétation de ces reprises, donc de ces anaphores, et aussi avec l'interprétation des connecteurs qui permettent de relier les propositions entre elles. L'étape suivante, c'est l'étape de la macrostructure. C'est une étape dans laquelle on va encore monter en synthèse. C'est une forme de résumé de la microstructure dans laquelle on va sélectionner les informations importantes et les informations qui sont peu importantes vont disparaître. Donc, c'est une forme d'organisation de la microstructure. Et on ne va retenir dans cette organisation que les informations importantes, celles qui sont connectées avec d'autres informations, celles qui sont les sujets des verbes, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a tout un ensemble de règles qui vont être mises en œuvre pour sélectionner les informations importantes et supprimer certaines informations qui vont disparaître de la mémoire. Ce qui explique que quand on raconte une histoire qu'on a entendue ou qu'on a lue, on ne la raconte jamais mot à mot, parce qu'il y a tout un ensemble d'informations qui sont perdues. Dernier niveau, à partir de ce résumé du texte, eh bien, on va produire le modèle de la situation qui va non seulement intégrer ces informations qui sont directement tirées du texte et qu'on a structurées, mais aussi tout un ensemble d'informations
qui vont permettre de combler les trous du texte. Et pour ça, on va devoir utiliser nos connaissances pour combler ces trous du texte et pour améliorer la cohérence de l'ensemble, ce qui va permettre d'aboutir à une représentation mentale beaucoup plus cohérente que la macrostructure. Ça signifie aussi que lorsque deux personnes parlent du même texte, elles ont toute une partie qui normalement est commune, et heureusement, sinon on ne pourrait pas parler ensemble du même texte, hein, on pourrait pas se... par contre, elles vont avoir certainement des variations qui sont dues à des variations liées à ces processus d'inférence qui viennent combler les trous du texte et qui font appel à nos connaissances, chacun ayant des connaissances différentes. Alors là aussi, on peut identifier des obstacles à la compréhension hein, avec ces étapes-là. Bien, je vous l'ai dit, on sélectionne les informations importantes, mais souvent, c'est difficile pour les élèves d'identifier ce qui est important dans un texte et ce qui l'est moins. Hein. Souvent, ils mettent un peu tout sur le même plan. Et puis, on l'a vu, pour établir la cohérence du texte, eh bien, on va devoir produire des inférences. Ces inférences qui impliquent de mobiliser ses propres connaissances. Et ça aussi, c'est complexe pour de nombreux élèves. Dernière chose dont j'ai besoin de vous parler, c'est le modèle de compréhension de l'écrit qui s'appelle le modèle simple de la lecture. Alors pourquoi? Parce que là, on traite de compréhension à l'écrit. Il est important de comprendre que la compréhension de l'écrit, elle implique deux grands champs d'habileté. Des habiletés qui sont liées à la compréhension d'un message langagier, quel que soit son support, écrit ou oral, et puis des habiletés qui sont spécifiques à l'écrit. C'est ce que dit ce modèle simple. Il nous dit que lire, ici, il faut l'interpréter comme comprendre de l'écrit. C'est le produit de deux grands types de processus, des processus d'identification des mots et des processus de compréhension. L'apport de ce modèle, c'est qu'il est multiplicatif et pas additif, que donc, il suffit qu'un des deux éléments soit faille 0 pour qu'à la fin, on ne comprenne rien à ce qu'on a tenté de lire. Si on n'arrive pas du tout à identifier les mots, on ne comprendra rien. Mais de même, si on arrive à identifier les mots, en tout cas à les prononcer, mais sans en comprendre le sens, bien, on ne comprendra rien non plus. Alors ce modèle simple, il est un peu trop simple, en fait, il cache des choses derrière. Le dernier modèle, enfin un des derniers modèles qui reprend ce modèle simple, un peu pour indiquer ce qu'il y a derrière, c'est le modèle proposé par Duke, dans lequel on retrouve la partie identification des mots, dans lesquels il y a des habiletés sous-jacentes comme la conscience phonologique, la connaissance du principe alphabétique, la capacité à le mobiliser, la capacité de décodage, de reconnaissance de mots qui vont être impliqués. On a des processus de compréhension de la langue, comme la capacité à mobiliser ses connaissances de la langue, ses connaissances encyclopédiques, donc sur le monde en général, ses connaissances sur l'écrit, et puis ses connaissances en termes de théorie de l'esprit, donc sa capacité à comprendre que les autres ont des émotions, ils ont des motivations, ils poursuivent des buts. On a des processus qui sont un peu des processus intermédiaires entre ces deux grands champs, parce qu'ils impliquent à la fois des aspects liés à l'écrit et des aspects liés à la langue, à la compréhension de la langue. C'est le cas de la fluence de lecture, hein. C'est à la fois de l'automatisation de l'identification des mots, mais c'est aussi la capacité à mobiliser ce qu'on comprend pour aller plus vite en lecture. C'est le vocabulaire, parce que le vocabulaire, il a deux versants, un versant écrit, un versant oral. C'est la conscience morphologique, et c'est un dernier élément qui est moins connu, qui est la flexibilité graphomorpho-sémantique. C'est la capacité à lire des mots qui s'écrivent de la même façon en fonction du contexte, et de les lire différemment. L'exemple le plus courant en français, c'est les poules du couvent couve. Couvent et couve, ça s'écrit exactement de la même façon. Pour autant, ça ne viendrait à pas un bon lecteur en tout cas, l'idée de prononcer le même mot dans les deux cas. Tout simplement parce que dans un cas c'est un nom, dans l'autre c'est un verbe, et donc on va pouvoir utiliser nos capacités d'identification des mots de manière suffisamment flexible en prenant en compte ce contexte. Et puis enfin, l'apport par rapport au modèle un peu précédent, même si en fait il les inclut quand même, c'est cette partie grise sur les capacités d'autorégulation active, qui prend en compte le fait que, lorsqu'on est dans une activité de lecture et de compréhension de l'écrit, on va réguler sa propre activité. Et donc, ça implique des aspects liés à la motivation, à l'engagement dans la tâche,
des aspects liés aux fonctions exécutives, en particulier les capacités de mémoire, par exemple, et enfin un aspect stratégique de pilotage de son activité. Voilà. Alors, si on regarde un peu la littérature sur les différences entre les faibles compreneurs et les bons compreneurs, on constate que ce qui est mis en avant, c'est des choses dont j'ai déjà parlé, qui sont très liées à ces différents niveaux de compréhension. C'est le fait que les compreneurs faibles, ils ont un vocabulaire moins riche, ils vont avoir des difficultés à interpréter les structures syntaxiques complexes, ils vont aussi produire moins d'inférences, et donc ils vont moins combler les trous du texte, et du coup avoir une représentation moins cohérente. Et d'autre part, ils ont de plus faibles connaissances sur les stratégies de lecture, ils savent moins comment on s'y prend pour bien lire un texte et bien le comprendre, et ils contrôlent moins leur compréhension, c'est-à-dire qu'ils se demandent moins si ce qu'ils ont lu, ils l'ont compris, et du coup, ils vont moins s'en rendre compte lorsqu'ils sont face à une difficulté de compréhension. Et d'autre part, ils régulent moins les processus de compréhension, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont face à une difficulté, ils savent moins comment la surmonter, et donc ils vont rester souvent bloqués face à cette difficulté. Alors, tout ce qui est en rouge, ça fait référence à des processus métacognitifs, c'est-à-dire des processus de pilotage de sa propre activité cognitive. Maintenant, si on regarde des recherches sur l'enseignement de la compréhension, globalement, on peut identifier qu'elles mettent en œuvre à peu près les mêmes composantes. D'une part, elles ont pour but de faire adopter au lecteur une attitude active. Un bon lecteur, c'est un lecteur qui est actif face au texte, qui construit des choses, qui agit, qui se pose des questions. Et elles cherchent à faire acquérir un répertoire de procédures cognitives qui vont permettre cette activité de compréhension. Autre caractéristique, c'est que cet enseignement de la compréhension, il passe par des entraînements qu'on peut dire métacognitifs parce qu'ils impliquent une prise de conscience. Les élèves vont devoir prendre conscience des processus qu'ils mettent en œuvre, ils vont devoir les expliciter, ils vont devoir réfléchir sur comment ils s'y prennent, sur les contenus, ils vont devoir raisonner sur le texte, et ils vont devoir auto-évaluer leur propre compréhension et la réguler. Et donc, c'est tout ça qu'on cherche à mettre en avant dans cet enseignement de la compréhension. Voilà. Une des caractéristiques de ces enseignements, c'est que souvent, ils font appel à l'enseignement explicite. Alors, je vais dire quelques mots sur d'où ça vient, cet enseignement explicite. Ça vient à l'origine des travaux de Barak Rosenschein. Alors ici, j'ai cité 86, mais ils ont commencé dans les années 60. Avec l'idée qu'on va s'intéresser aux enseignants qui font le plus progresser leurs élèves et se demander qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces enseignants qui font le plus progresser leurs élèves, comment, voilà, dans leur pratique, qu'est-ce qu'il y a de commun, et en quoi ça se différencie de ce que font les autres enseignants. Avec l'idée qu'en se posant ces deux questions, on va identifier des éléments qui permettent justement cette efficacité chez ces enseignants. Et comment ici est pris il y a tout un ensemble d'études dans lesquelles on prélevait, on faisait des pré-tests en début d'année sur les élèves. Ensuite, il y avait des phases d'observation des pratiques des enseignants, de ces mêmes élèves. Et enfin, on revenait en fin d'année et on regardait, pour un même niveau de départ, quels étaient les enseignants qui avaient le plus fait progresser leurs élèves et quelles étaient leurs spécificités en termes de pratique d'enseignement. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui ressortent de ces recherches qui ont été menées dans les années 60, 70, 80, qui montrent que ces enseignants, ils ont pour caractéristique de commencer par définir brièvement les objectifs et par rappeler les apprentissages antérieurs, de rappeler les prérequis, de vérifier que les élèves les ont bien, de les réenseigner si nécessaire. Ils présentent aussi, lorsqu'on aborde des nouveaux contenus, ils les présentent par petites étapes, en les découpant en petits éléments, et en enseignant chaque élément, puis en proposant des exercices aux élèves. Ils vont donner des consignes et des explications qui sont claires, détaillées, qui vont permettre aux élèves de bien comprendre ce qu'on leur demande. Ils vont organiser un nombre élevé d'exercices pratiques pour tous les élèves, leur poser beaucoup de questions, vérifier leur compréhension, chercher à obtenir des réponses de tous les élèves. Ils vont guider les élèves au cours des premiers exercices, donc ils vont proposer un étayage aux élèves. Ils vont leur fournir des feedbacks systématiques le plus rapide possible et prévenir les erreurs le plus rapidement possible.
Et enfin, ils vont donner des consignes et des exemples explicites pour les exercices. Donc, ils vont montrer comment est-ce qu'on résout ces exercices avant de les donner aux élèves. Et ils vont piloter les élèves pendant ces premiers exercices. Donc là aussi, ça revient à ce principe d'étayage. Après ces premiers travaux sur que font les enseignants les plus efficaces, eh bien, on a cherché à les valider en ne se contentant pas d'aller regarder ce que faisaient les enseignants, mais en cherchant à le modifier. Et une des expériences les plus connues dans lesquelles on a testé différents programmes qui se revendiquaient comme efficaces, c'est un programme qui s'appelle Follow Through, qui s'est passé dans les années 70, pour lequel on a suivi les élèves jusque dans les années 90, une fois qu'ils étaient en emploi, pour regarder si ça produisait encore des différences. Ça impliquait 79 000 élèves de 5 à 8 ans. Et dans ce cadre-là, on a testé 9 approches pédagogiques. Alors, je ne vais pas détailler ces différentes approches. Celle qui est encadrée, c'est ce qui s'appelle Direct Instruction, c'est l'approche pédagogique qui est directement dérivée des travaux de Barak-Rosensheim dont je viens de parler. Il se trouve que la méthode la plus efficace, je ne sais pas pourquoi j'ai mis sa méthode, sur les performances scolaires des élèves, mais aussi sur l'estime de soi, sur leur motivation, donc sur des aspects qui sont pas directement liés au contenu, c'est le programme qui s'appelle Direct Instruction, qui est une forme de transmission directe et explicite qui reprend les caractéristiques identifiées par Barak-Rosensheim. Et ça, on le voit dans le graphique de droite, quelles que soient les différentes disciplines dans lesquelles ça a été testé en lecture, en maths, en langage. Bon, le fait des plaies, c'est un peu spécifique aux anglo-saxons. Mais on l'a aussi testé sur des aspects qui sont des aspects de bas niveau, des aspects plus complexes qui impliquent des processus cognitifs plus élevés, et aussi sur des aspects affectifs. Et dans tous les cas, c'est ce qui a donné les résultats les plus intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des fondements un peu de l'enseignement explicite? D'abord, dans un enseignement explicite, on va chercher à donner à tous les élèves les différents aspects des connaissances. Alors, les connaissances, elles peuvent être déclaratives. On peut savoir des choses, on peut savoir les définir. Elles peuvent être procédurales, on peut savoir comment ça fonctionne. Typiquement, on sait comment on fait du vélo, mais c'est très difficile à expliquer. Comment est-ce qu'on tient en équilibre? À part quelques physiciens qui savent très bien ça, mais voilà, la plupart des gens savent très bien faire du vélo, en tout cas ceux qui ont appris, mais c'est très difficile à expliquer. Et puis on a des connaissances pragmatiques, on sait dans quel but on va utiliser certaines connaissances, et on sait quand est-ce que ça va être adapté de les mobiliser, ou quand est-ce que ça le sera moins. Et donc l'idée, c'est de, lorsqu'on va enseigner quelque chose aux élèves, on va leur donner toutes ces différentes dimensions de la connaissance, si elles s'appliquent à la connaissance visée. Et c'est le cas des stratégies. On va dire qu'est-ce que c'est, on va définir la stratégie, on va dire à quoi elle sert, quand est-ce qu'on va l'utiliser, comment elle fonctionne, quand est-ce que c'est adapté de la mobiliser, quand est-ce que ça l'est moins. Autre fondement théorique de l'enseignement explicite, c'est le fait que les compétences se développent en différentes étapes. Alors Anderson appelait ça des phases. Pour lui, la première phase, c'est une phase cognitive, c'est la phase pendant laquelle on va acquérir, maîtriser un ensemble de nouvelles connaissances. C'est vraiment la phase d'apprentissage proprement dite. On va apprendre des nouvelles connaissances dans un certain contexte, on va les mobiliser dans un contexte scolaire très limité, souvent dans certains types d'exercices. Et puis ensuite, on va passer, une fois qu'on les maîtrise, à la phase associative. On va être capable d'appliquer ces connaissances dans des contextes de plus en plus éloignés du contexte de départ. Et enfin, on va passer vers une phase autonome, qui est une phase pendant laquelle on va automatiser ces savoirs. Pourquoi c'est important d'automatiser? Tout simplement parce que lorsqu'on automatise des routines, des stratégies, des habiletés, eh bien, cette automatisation, elle va permettre de libérer des ressources. Tout ce qui est automatique, ça consomme beaucoup moins de ressources cognitives, et ça va permettre d'en attribuer à autre chose, à des choses plus complexes. Alors, on a tous vécu ça si on a appris à conduire. Au début, la conduite, ça demande de gérer plein de choses. Le volant, ses pieds, ses mains, les autres usagers de la route. Et c'est très
demandeur en termes cognitifs. Et puis, on va petit à petit, en conduisant tous les jours, automatiser tout un ensemble de choses. On va plus se poser de questions sur voilà, qu'est-ce qu'on doit faire avec ses pieds, qu'est-ce qu'on doit faire avec ses mains. Et du coup, bien, on va libérer des ressources et on va avoir l'impression qu'on est capable de parler avec son voisin, par exemple, ou de régler la radio tout en conduisant. Ce qui est très difficile au départ. Dernier fondement qu'on a déjà un peu abordé à travers ce que j'ai dit avant, c'est l'idée de mobiliser l'ensemble des possibilités de feedback qu'on peut donner aux élèves. À Timperley, on identifie 3 grands. Souvent, quand on parle de feedback, on pense au feedback rétroactif. L'élève fait quelque chose, on lui donne un retour sur ce qu'il a fait. Mais il y en a 2 autres types, les feedbacks proactifs. C'est tout ce qui va permettre d'indiquer les buts d'apprentissage, c'est-à-dire ce qu'on va apprendre, ce qu'on sera capable de faire une fois qu'on l'aura appris. Et ça va permettre de créer un cadre pour rentrer les nouvelles informations qui vont apparaître pendant l'enseignement. Il y a bien sûr le feedback rétroactif, avec l'idée qu'un bon feedback rétroactif, il fournit des informations qui sont individuelles, spécifiques à l'élève, et qui vont lui permettre de se situer dans l'avancée de son propre apprentissage, en lui disant où est-ce qu'il en est dans l'avancée de l'apprentissage, et aussi qu'est-ce qu'il pourrait faire ensuite pour atteindre l'objectif. Et enfin, dernier type de feedback sont les feedbacks d'approfondissement. C'est des feedbacks qui vont permettre aux élèves ensuite de mieux auto-réguler leur propre activité. Donc, on va leur dire, on leur donne des indices sur comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas réussi. Tout cet ensemble de feedbacks qui vont compléter les feedbacks rétroactifs. Voilà. Alors, j'ai reformulé à ma sauce un peu les grandes étapes d'un enseignement explicite. Parce que je pense que souvent, je donnerai le vocabulaire, mais souvent, ce vocabulaire, il n'est pas très explicite pour les enseignants, et parfois mal interprété. Premier principe, c'est qu'on va chercher à aller du simple au complexe, donc on va découper les connaissances. On va commencer par des choses simples, et ensuite on les assemblera pour aller vers des choses plus complexes. Deuxième grand principe, c'est qu'on va commencer par montrer. Souvent, on cherche à enseigner aux élèves des processus qui sont des processus cognitifs, c'est le cas lorsqu'on parle de stratégie de compréhension. C'est des choses qui se passent dans la tête des lecteurs, et des bons lecteurs. Et donc l'idée, c'est de les rendre transparents, de les expliquer, de les montrer, de les illustrer pour les rendre accessibles aux élèves. Pour ça, on va souvent utiliser la pensée à haute voix. On verra que dans la partie enseignant, il y a tout un ensemble de choses qui font référence à cette pensée à haute voix. Une fois qu'on a montré, qu'on a testé avec les élèves, qu'on a interagi avec eux sur comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre, eh bien, les élèves vont pouvoir tester par eux-mêmes, c'est ce que j'ai appelé faire. C'est l'idée qu'on a une phase d'interaction entre les élèves entre eux et l'enseignant qui va les guider vers la maîtrise de la stratégie. Donc, le rôle de l'enseignant, ça va être de donner des indices, de discuter de la stratégie et sa mise en œuvre avec les élèves, de leur fournir des commentaires spécifiques pendant qu'ils sont en train d'essayer de mettre en œuvre la stratégie sur des contenus. Alors, ça se fait souvent en groupe, en petits groupes, ça peut se faire individuellement, bien sûr. L'avantage d'être en groupe, c'est qu'on va pouvoir comparer ce que chacun a fait au sein du groupe pour essayer de regarder ce qui est le fonctionnement optimal. Et puis on va aussi pouvoir comparer les différents groupes. Une fois que cette phase d'essai et d'appropriation par les élèves a suffisamment permis aux élèves de comprendre comment on s'y prend et d'atteindre un certain niveau de réussite, eh bien, on va pouvoir passer à une phase d'entraînement avec l'idée que cet entraînement, il va permettre de favoriser l'autonomie de l'utilisation par chaque élève de la stratégie. C'est aussi une phase qui va permettre à certains élèves de s'entraîner de manière très autonome et puis à d'autres, ceux qui ont plus de difficultés, de continuer à bénéficier des TH de l'enseignant. Et enfin, il y a l'idée qu'il va falloir réactiver l'ensemble des stratégies. Et il faut que j'aille plus vite. Ouais. Bon, juste pour dire que c'est la même chose, mais l'idée c'est que un enseignement explicite, il passe par une phase de modelage pendant laquelle c'est plutôt l'enseignant qui fait. C'est pour ça qu'il y a marqué « je fais ». Ensuite, une phase de pratique guidée, de consolidation, pendant laquelle l'enseignant et les élèves font ensemble, d'où le « nous faisons », pour aller vers une autonomie de chaque élève, d'où le « tu fais » à la fin. Cette autonomie, elle passe par une phase de pratique autonome, voilà, d'entraînement. Alors, pour aller vers les outils spécifiques,
je vais insister sur le fait qu'il y a deux outils qui sont un peu, qui doivent être articulés. Il y a le guide de l'enseignant, dans lequel on présente non seulement les objectifs, mais aussi chaque stratégie, avec des modèles de mise en situation et de modelage, avec l'ensemble des activités élèves, leurs corrections, des textes support pour les modelages pour les élèves, des activités supplémentaires qui ne sont pas dans le cahier élève, mais qu'on peut utiliser pour continuer l'entraînement ou pour faire travailler certains élèves qui iraient plus vite, pendant que d'autres sont plus pris en charge par l'enseignant et vont aller un peu plus doucement. Et puis des affichettes qui peuvent être utilisées en classe. Et à côté de ce cahier enseignant, il y a tout un cahier élève dans lequel il y a les activités pour les élèves, les textes longs pour les réinvestissements, des fiches de synthèse pour chaque stratégie qui vont être à compléter en classe. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'enseignement explicite et de ces différentes phases. Elles sont reprises dans ce manuel, avec vraiment, ou dans le cahier élève et dans le cahier enseignant, même s'ils ne portent pas les mêmes noms, avec vraiment une première phase pendant laquelle on découvre la stratégie, qui est la phase pendant laquelle il va y avoir un modelage. Une phase pendant laquelle les élèves vont tester par eux-mêmes, réfléchir sur comment on s'y prend, qui s'appelle « Je réfléchis ». Une phase de synthèse, institutionnalisation, pendant laquelle on va reprendre la stratégie, l'exemplifier pour garder une trace, toute une partie entraînement, qui est une phase de pratique autonome qui reprend des activités d'entraînement. Et enfin, on a une phase d'approfondissement qui là vient ensuite, et qui est un réinvestissement dans la lecture de textes longs, parce qu'on ne veut pas que les élèves pensent que les stratégies, ça sert à résoudre des exercices, et puis que d'un autre côté, il y a de la lecture dans laquelle on ferait autre chose. Vraiment l'idée que les stratégies, elles servent à la lecture de textes. Il y a 4 grands types de stratégies qui sont proposées pour les narrations, donc des stratégies d'ordre lexical avec le bibliothécaire, des stratégies qui portent plus sur la cohésion, et donc plus sur la partie microstructure qu'on a vu tout à l'heure, avec tout ce qui concerne l'interprétation des pronoms et puis des reprises nominales, des stratégies qui sont plus en lien avec l'établissement de la micro et de la macrostructure, avec l'idée qu'on va commencer à rendre les choses plus cohérentes en mobilisant certaines informations qui sont soit dans le texte, soit qu'on va devoir aller chercher dans nos connaissances. Et enfin, il y a la partie qui est plus liée au modèle de situation et plus construction de représentation mentale, qui est la partie cinéaste, et dans laquelle on va devoir se représenter le texte et on va apprendre à faire ça. Alors, je vais aller très vite sur un exemple, et pour montrer que les choses sont faites un peu en parallèle dans la partie enseignant et dans le cahier élève. Donc, dans la partie enseignant, bien sûr, on va présenter la stratégie pour l'enseignant, pour qu'il sache à quoi elle sert, comment elle fonctionne. On va avoir un exemple de mise en situation, donc un dialogue qu'on peut présenter aux élèves pour leur annoncer les objectifs, pour leur présenter les choses, à quoi ça sert, comment ça va être mis en œuvre. Bien sûr, c'est pour s'en inspirer, l'idée n'est pas de réciter les choses, mais c'est une forme d'accompagnement pour les enseignants qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser l'enseignement explicite. On a ensuite un modelage sous 2 versions, une version très guidée, avec l'exemple du modelage vraiment très dialogué, voilà, très mis en voix. Et on a aussi une partie plus explicative, et dans ce cas-là, l'enseignant va interagir avec ses élèves, sera moins guidé, mais s'ils se sont tout à fait capables et je pense qu'ils en sont pour la plupart, c'est le cas, de piloter comme ça ce modelage, mais en interagissant avec les élèves, c'est tout à fait possible. En tout cas, les 2 versions sont disponibles. On a ensuite une partie qui correspond à la phase 2, qui est la phase pendant laquelle les élèves vont tester la stratégie par eux-mêmes. Et donc, on a le cahier élève d'un côté. On a aussi, pour l'enseignant, tout un ensemble d'indications d'organisation pédagogique sur quel temps, comment est-ce qu'on groupe les élèves, d'indications sur la correction, comment est-ce qu'on s'y prend pour corriger et quelles sont les bonnes réponses. Et puis, on peut mettre en lien avec ça du matériel supplémentaire photocopiable qui est dans la partie guide pour l'enseignant.
On a la phase de reformulation et de synthèse de la stratégie, donc qui est donnée dans le cahier élève, avec l'idée que la stratégie est déjà, on a une première explication de la stratégie. Ce qu'on va demander aux élèves, c'est vraiment de l'appliquer sur un exemple, et c'est l'ensemble qu'ils vont pouvoir garder comme trace, à la fois la stratégie et l'exemple qu'ils ont reformulé. Évidemment, dans la partie enseignant, on a les explications qui vont avec un exemple qui est déjà préparé. On a ensuite la phase d'entraînement. Alors, l'idée de la phase d'entraînement, c'est qu'elle ressemble beaucoup à la phase de pratique guidée. Là aussi, on a un ensemble d'activités avec les corrections pour l'enseignant, avec des indications pédagogiques pour mettre en œuvre les activités des élèves. Et puis, bien sûr, dans le cahier élève, on a l'ensemble des activités. Enfin, la dernière chose dont je vais parler, c'est le fait de réinvestir les stratégies. Quand on en a vu plusieurs, on va pouvoir les réinvestir dans la lecture d'un texte long. Alors, les élèves ont les textes longs dans leur cahier. Ils ont aussi un ensemble de supports d'activités à produire à partir de la lecture de ces textes longs qui vont leur permettre de réutiliser les stratégies qui viennent d'être utilisées. Et bien sûr, tout ça est proposé aussi pour l'enseignant avec à la fois des activités à mener sur le texte long et les corrections des activités qui sont proposées aux élèves. Voilà. Alors, pour conclure sur cette première partie, après je laisserai la parole à ma collègue. Donc, c'est un outil qui est un outil pour l'enseignement explicite de stratégie de compréhension qui est fondé à la fois sur un modèle de compréhension. Vous avez vu qu'on reprend les différents niveaux des traitements pour la compréhension, qui est fondé aussi sur les travaux sur les difficultés de compréhension des élèves. On cherche à fournir des outils qui permettent de lever ces difficultés et des travaux sur les recherches sur l'efficacité des pratiques d'enseignement, et c'est pour ça que c'est fondé sur un enseignement explicite. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on a essayé de produire un outil qui est guidant pour les enseignants qui souhaitent mettre en œuvre un enseignement explicite, et tous les outils sont normalement fournis pour pouvoir le mettre en œuvre en autonomie. Je laisse la place. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais enchaîner sur la présentation du deuxième cahier. Est-ce qu'on a encore le partage? Oui, c'est bon. Qui porte plutôt sur l'enseignement des stratégies de compréhension, mais dans une perspective de compréhension qui est un tout petit peu différente de celle qui a été présentée par Laurent. Et donc, je vais commencer par expliquer ce qui est travaillé en fait dans ce deuxième cahier et qui permet aux élèves en fait d'utiliser les documents. Mais je vais y venir. Donc, en fait, tout ce que vous a dit Laurent est tout à fait vrai et je m'inscris dans tout ce qu'il vous a parlé en termes de modèles et de travaux sur l'origine des difficultés de compréhension écrite des élèves. Mais ce qu'on peut dire néanmoins de ces études, on va dire classiques sur la compréhension, c'est-à-dire la majorité des études qui ont été menées sur la compréhension, c'est qu'elles ne permettent pas totalement de rendre compte des difficultés des élèves en compréhension écrite. Pourquoi? Parce que premièrement, la plupart d'entre elles, la majorité d'entre elles, se sont focalisées uniquement sur la compréhension des textes narratifs. Or, on le sait, et vous le savez aussi sûrement si vous êtes enseignant, les textes narratifs ne représentent pas l'intégralité de la diversité des genres de textes auxquels les lecteurs et les élèves notamment sont confrontés. Donc là, juste simplement, j'ai présenté deux résultats d'enquête, soit menés chez des adultes qui montrent que les adultes lisent en moyenne 4 heures par jour et seulement 18 minutes sont consacrées à la lecture de récits. Et puis, des travaux similaires ont été menés sur l'analyse, par exemple, des manuels scolaires, montrant que souvent, ces manuels sont composés d'un grand nombre et d'une diversité de genres de textes. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ces études-là ne permettent pas totalement de rendre compte des difficultés en compréhension écrite des élèves? Eh bien, c'est parce que les difficultés qui ont été décrites par Laurent, c'est-à-dire des difficultés dans les processus qui permettent la mise en sens du contenu des textes, eh bien, ne permettent pas d'expliquer certaines difficultés qu'on va observer, par exemple, dans les données type Pearls, des études Pearls. Je vais vous donner un exemple pour cela.
Donc voici un item Pearls 2011 sur les requins. Donc on a ici un ensemble documentaire sur les requins qui était assorti d'un certain nombre de questions de compréhension. Je vais en prendre une. Cette question, c'est une des questions les plus échouées dans Pearls, enfin, qui donne lieu au moins bon nombre de bonnes réponses. La question est la suivante. Un requin affamé est en train de chasser des phoques. Indique dans quel ordre ses sens du goût, de la vue et de l'odorat vont lui servir. Explique pourquoi ces sens vont lui servir dans cet ordre-là en te servant des informations fournies dans le texte. Dans les erreurs à ce type de questions que l'on peut observer et qui sont données par les élèves, on va avoir par exemple des réponses de type « Le requin va se servir de ses sens très développés pour chasser ». Alors, qu'a fait cette élève-là pour répondre? Probablement qu'elle a commencé à lire le texte. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, elle a commencé à lire le texte sur les requins, s'est arrêtée sur le passage qui semblait parler des sens, a pris la première phrase qui dit qu'un requin a des sens très développés qui font de lui un des meilleurs chasseurs du monde, et s'est dit la question est à propos des sens et de la chasse, et donc je vais répondre cette réponse-là. Le souci, c'est qu'on voit qu'il manque un certain nombre, enfin que cette réponse est fausse, il manque la question de l'ordre des sens et dans quel ordre ces sens vont lui servir et la réponse à la question pourquoi dans cet ordre-là. Ce qu'il fallait faire ici, en fait, c'est utiliser plus particulièrement une partie de ce document et non l'intégralité du document, donc en fait seulement la partie qui concernait les sens. Et à l'intérieur de cette partie, il fallait aller regarder spécifiquement les sens qui concernaient le goût, la vue et l'odorat, en utilisant par exemple ici les titres de ce document, et j'y reviendrai, pour voir que l'odorat est le premier sens qui avertit le requin de la présence d'une proie. Puis ensuite, dans le paragraphe qui concerne le goût, il est indiqué qu'en dernier, il utilise le goût, ce qui permet par déduction de savoir que la vue doit être entre les deux. Cet exemple-là me permet de mettre en évidence la nécessité de prendre en compte, on va dire, le contexte de réalisation de l'activité de compréhension. Par là, j'entends pas seulement le texte lui-même et le lecteur lui-même, mais aussi quand et pourquoi les élèves utilisent ces documents. En effet, on sait que ces activités de lecture dites finalisées en français, en anglais, on va utiliser le terme de Task-Oriented Reading Activities pour dire que c'est vraiment des activités de lecture orientées par des buts, orientées par la tâche, eh bien, vont influencer les processus de lecture que le lecteur va mettre en œuvre. Par exemple, en fonction de mes objectifs de lecture, je ne vais pas forcément toujours lire tout le document. À l'inverse, dans d'autres situations, je vais devoir tout lire, etc. En tout cas, cet ajustement des stratégies, on l'observe chez les bons lecteurs, bons compreneurs. Et pourquoi c'est important de s'intéresser à ces activités de lecture finalisées? C'est que par rapport à ce que vous a présenté Laurent, eh bien, on considère, il a été théorisé que ces activités-là, elles mettent en jeu des compétences supplémentaires par rapport à celles qui vous ont été décrites et permettant la mise en sens du contenu des textes. Pour vous les présenter, donc si je replace ici les éléments du modèle simple de la lecture et puis du modèle de Van Dyck et Kinch qui vous ont été présentés par Laurent tout à l'heure, donc c'est-à-dire les processus qui permettent de lire, donc identifier les mots écrits et de comprendre le contenu des textes. Les activités de lecture finalisée, c'est-à-dire que quand je m'intéresse à la lecture-compréhension des textes au sein d'une activité de compréhension, eh bien, nécessite un certain nombre de processus supplémentaires en amont d'avoir lu le texte et en aval d'avoir lu ce texte. En amont, il faut déjà que le lecteur se construise ce qu'on appelle un modèle de tâche, c'est-à-dire qu'il comprenne ce qu'il doit faire avec ce texte. Donc, ça va passer, par exemple, à comprendre la question de compréhension qui est posée sur ce texte ou la consigne qui est associée à ce texte. Avec ce modèle de tâche en tête, et donc en fonction de cette question, en fonction de cette consigne, cela peut l'amener à ajuster ses stratégies de lecture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines questions vont nécessiter plutôt des stratégies de type balayage visuel ou en tout cas lecture sélective. Je n'ai pas besoin de l'ensemble du document sur les requins pour répondre à une question portant plutôt sur ses sens, alors que d'autres questions nécessitent une évaluation ou une interprétation du texte et donc une lecture plus approfondie. Dans le cas de lecture sélective, encore faut-il que le lecteur sache comment accéder au texte ou passage du texte pertinent pour son objectif de lecture. Donc tout à l'heure, savoir par exemple comment utiliser les sous-titres du document comme
informations pertinentes en lien avec la question qui était posée sur les différents sens. Une fois qu'il a accédé à ce passage ou à ce texte pertinent dans l'ensemble du document, alors là, il va se mettre à le lire et à le comprendre avec les processus décrits par Laurent. Mais l'activité ne s'arrête pas là. Il faut ensuite qu'il évalue ce qu'il a lu. Et alors qu'il l'évalue en lien avec ce qu'il lui était demandé de chercher, par exemple. Donc, est-ce que l'information que j'ai lue correspond bien à ce qui m'était demandé? Et est-ce qu'elle lui correspond complètement? Est-ce que j'ai toutes les informations nécessaires? Et puis enfin, bien sûr, il faut qu'il produise une réponse adaptée à sa demande. Alors, pourquoi la mise en évidence de ces processus supplémentaires, elle est importante? Eh bien, elle est importante parce qu'elle amène à reconsidérer ce qui peut expliquer des difficultés des élèves en compréhension, qui souvent sont évaluées, en tout cas c'est le cas dans Pearls, et c'est dans le cas de la plupart des épreuves de compréhension, sont évaluées finalement par le processus final, ici sur mon graphique, c'est-à-dire la réponse à des questions de compréhension sur un ou plusieurs textes. Eh bien, ça veut dire que, bien sûr, chez certains élèves, et on ne le renie pas du tout, les difficultés dans ces questions de compréhension proviennent de difficultés de fluence en lecture et ou de difficultés dans les stratégies ou processus permettant la compréhension du contenu des textes. Mais des travaux ont aussi montré que, par exemple, les faibles compreneurs ont déjà une moins bonne compréhension de la question ou de la consigne qui leur était posée sur ce texte. Donc, c'est comme si, dès le départ, ils partaient un peu de travers. Dans mon exemple de tout à l'heure sur le requin, on peut dire que l'élève en question avait peut-être simplifié la consigne et puis seulement pris quelques éléments clés sans vraiment analyser les demandes de cette question. Des travaux ont aussi montré que beaucoup d'élèves possèdent des stratégies insuffisantes et surtout non adaptées, ont du mal à adapter leur stratégie aux demandes de la tâche en fonction du type de question, par exemple. Et puis enfin, qu'ils ont une moindre capacité à évaluer l'information qu'ils ont lue en termes de pertinence et ou de fiabilité. Ainsi, ce qu'on a pu observer dans nos travaux, c'est que beaucoup d'élèves, y compris bons lecteurs, bons compreneurs au sens classique du terme, ne mettent pas forcément en place spontanément ces stratégies de lecture finalisée, leur permettant de faire face aux demandes qui leur seront adressées plus fortement à partir du cycle 3 et puis encore plus dans l'enseignement secondaire. Ainsi, ces stratégies d'utilisation des documents écrits ne vont pas de soi et nécessitent donc un enseignement. Pour cet enseignement, on s'est basé ici sur les mêmes principes de quelle est la manière la plus efficace et la plus efficiente d'enseigner les stratégies de compréhension. Et donc, on est aussi parti sur un enseignement explicite de ces stratégies d'utilisation des documents écrits. Alors, ce travail, on ne l'a pas commencé tout de suite avec Attier. On a d'abord travaillé dans le cadre de la thèse de Julie Hérol, avec donc mon collègue Jean-François Rouet, une thèse qui était menée avec Réseau Canopé. Dans le cadre de la thèse de Julie, on avait déjà commencé à développer des ressources pédagogiques pour enseigner de manière explicite ces stratégies de lecture finalisée, avec un travail autour de la compréhension des questions, de l'organisation de la lecture, c'est-à-dire l'adaptation des stratégies et puis le fait de savoir comment utiliser la structure des textes pour accéder aux informations pertinentes quand la question nécessitait une lecture plus sélective. La question de transformation de ce que j'ai lu en une réponse à une question particulière ou une consigne particulière. Et puis la question de l'évaluation de ce que j'ai répondu finalement. Ces ressources-là, elles ont fait l'objet d'une validation expérimentale. Alors, compte tenu du temps qu'il me reste, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça veut simplement dire que ces ressources, on les a éprouvées d'un point de vue scientifique en regardant si elles amenaient effectivement à des progrès chez les élèves dans des classes où les enseignants mettaient en œuvre ces ateliers d'enseignement explicite des stratégies. Donc là, on a un paradigme classique, des classes dans lesquelles les enseignants utilisent ces modules d'enseignement et puis des classes, un contrôle dans lesquelles ils utilisent des modules d'enseignement visant plutôt, ici c'était la production écrite. Globalement, dans nos résultats, on observait que on avait effectivement des progrès chez les élèves dans les classes dont les enseignants avaient utilisé ces ressources et des progrès sur différentes sous-compétences de lecture finalisées, comme par exemple bien comprendre les questions, bien utiliser les titres, bien évaluer la qualité de réponse donnée.
Par contre, dans cette première étude, on avait des effets qui allaient dans le sens de nos hypothèses, mais qui n'étaient pas significatifs sur eh bien, en fait, des tâches plus complexes. Ce qui nous a donc donné des premiers résultats pour montrer qu'il était possible d'enseigner de manière explicite ces compétences nécessaires à la réalisation des tâches de lecture finalisée, mais qu'il était important et nécessaire de prendre soin du transfert, c'est-à-dire d'amener les élèves à en fait réinjecter et transférer ce qu'ils ont appris de manière spécifique, ces différentes stratégies, dans les activités de lecture plus écologiques finalement, auxquelles ils sont confrontés dans leur vie scolaire, voire leur vie extrascolaire. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à faire dans notre travail avec Ati. Donc, ici, c'est le cahier de stratégie qui s'appelle « J'utilise des documents ». Juste un petit point, on a laissé assez large sur les documents, puisqu'on a eu envie que ça ne soit pas spécifiquement un cahier de stratégie pour les textes documentaires. Bien sûr, certaines stratégies s'appliquent plutôt à la structure des textes documentaires, mais on a essayé aussi de voir en quoi, par exemple, bien comprendre les questions s'applique à tout type de situation et à tout type de texte. Ici, on a un seul, donc on a suivi aussi la métaphore des métiers, en tout cas des personnages dans ce cahier-là, avec un seul personnage qui est l'explorateur, mais qui va simplement, en fait, comme un explorateur qui prépare son voyage, qui va avoir différentes étapes finalement dans la réalisation de son exploration. Avec d'abord le fait qu'il va définir où est-ce qu'il doit partir, il va définir son voyage, donc définir l'objectif du travail à faire. Puis, une fois sûr, il va devoir naviguer, donc le voyage à proprement parler, utiliser sa boussole, savoir comment se repérer, etc. Donc là, tout le travail autour de la, par exemple, localisation des informations importantes dans différents types de documents. Et puis, une fois qu'il est arrivé, eh ben, il va confronter ce qu'il imaginait avec ce qu'il a vraiment trouvé sur place. Et donc, toute la question de l'évaluation, de la pertinence de l'information et de la qualité des réponses fournies. Donc, on a ainsi comme ça, voilà, 3 grands domaines. Le travail autour de l'objectif de lecture, le travail autour de la localisation de l'information et le travail autour de l'évaluation de la pertinence de l'information, qui sont déclinés en 3 stratégies à chaque fois. Pour voilà, préciser certains éléments. Pour la localisation de l'information, on va travailler dans des documents, des sommaires, des tableaux. Et puis, pour la question de l'évaluation, on va travailler sur différentes dimensions de cette évaluation. À nouveau, je passe vite ici, puisque tout comme le cahier qui vous a été présenté par Laurent, l'idée c'est de, à chaque fois, dans le cahier enseignant et dans le cahier élève, de reprendre ces 5 grandes étapes de l'enseignement explicite. Simplement, je voulais faire une parenthèse. On sait que pour améliorer, tout à l'heure j'ai parlé de spontanément, mais c'est vraiment important de comprendre que pour beaucoup d'élèves, et notamment ceux en difficulté, il ne suffit pas de les confronter plus à des activités, par exemple, de lecture documentaire, pour que spontanément, ils découvrent les stratégies. Pour beaucoup d'entre eux, et notamment ceux en difficulté, il est vraiment essentiel de leur expliciter le comment on fait, en fait, quelle stratégie je mets en œuvre. Dans la même lignée que ce qui a été présenté par Laurent sur l'idée du simple au complexe, on suit ce principe-là aussi. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a des exercices spécifiques sur chaque stratégie dans des documents qu'on va dire épurés. Donc, par exemple, dans tout le premier module sur bien comprendre la question, eh bien, on va avoir, par exemple, d'abord, pas de document, et c'est-à-dire vraiment une réflexion sur les questions à proprement parler, avec, par exemple, un travail sur les mots interrogatifs et les mots-clés de la question qui permettent à l'élève d'inférer, de déduire quel type d'information il va devoir trouver, c'est-à-dire déjà d'avoir une première idée de la nature de la réponse et de ce qu'il doit chercher dans le texte. Un travail aussi autour de, en se basant sur la question, l'élève peut aussi déduire quelle va être la forme, le format de sa réponse et du coup, quel type d'information il recherche dans le texte. Est-ce qu'il recherche par exemple une information courte, un nombre ou un nom, ou alors est-ce qu'il va devoir produire quelque chose de l'ordre de plusieurs phrases ou d'une explication plus complexe, etc. Et puis, on a aussi voulu travailler sur l'alternance entre consignes-questions,
parce que dans les premiers ateliers, on travaille beaucoup autour de la question, les mots interrogatifs, etc. Mais on a aussi vu que dans les tâches de lecture auxquelles les élèves sont confrontés, il y a aussi beaucoup de consignes. Et donc, comment de cette consigne, je peux la transformer en question et donc appliquer ensuite ma stratégie pour avoir une idée de la nature de l'information que je dois chercher dans le texte. Dans le deuxième grand module, on travaille autour de la localisation des informations en utilisant la structure des documents. Par exemple, que ce soit les titres et sous-titres des documents en lien toujours avec une question. Ici, comme vous le voyez, on travaille d'abord sur des documents épurés, c'est-à-dire où vraiment les titres sont mis en valeur et puis le texte en dessous n'est pas important. Et puis, jusqu'à aller, j'y viendrai petit à petit vers des documents plus complexes et plus écologiques également. Dans ce module-là, on travaille aussi sur certains documents avec des structures spécifiques, comme le sommaire, qui permettent aussi d'accéder de manière sélective à l'information recherchée, et les tableaux. Enfin, dans le troisième module, autour de l'évaluation, l'idée est à la fois d'amener les élèves, une fois qu'ils ont sélectionné par exemple un texte qui leur semblait pertinent, à vérifier que ce texte est effectivement pertinent par rapport à leur objectif de lecture. Si la question n'est pas explicitement écrite dans le texte, eh bien les amener à réfléchir à différentes situations. Parfois c'est écrit, parfois c'est pas écrit parce que je suis pas au bon endroit, mais parfois c'est pas écrit, mais je peux quand même le déduire, donc je suis quand même au bon endroit. Et puis enfin, la capacité à évaluer sa réponse, c'est-à-dire à se rendre compte, à vérifier que ma réponse elle est correcte, correspond bien à ce qui était demandé, et puis qu'elle est complète. Je donne toutes les informations qui étaient demandées. Et puis, pareil, l'idée, c'est de prendre soin du transfert, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est ensuite d'amener les élèves à réinvestir ces différentes stratégies dans des activités, des documents plus complexes et à les mettre en œuvre de manière coordonnée. Le but étant, comme Laurent l'a dit, de fixer des routines, en fait, d'automatiser un certain nombre de routines que nous, bons lecteurs, bons compreneurs, nous mettons en œuvre sans même y penser de manière inconsciente parce que ça a été automatisé, justement. Donc, voilà un exemple de document de réinvestissement, d'approfondissement, dans lequel l'élève a un document qui ressemble plus au document auquel ils peuvent être confrontés, et puis ils doivent appliquer les différentes stratégies. Donc là, c'est les exercices, par exemple, pour les stratégies 1 à 4, et ici, pour les dernières stratégies. Voilà, je pense qu'on est vraiment ric-rac sur le temps, donc je vais m'arrêter là. On vous remercie de votre attention et puis on peut prendre quand même peut-être quelques questions s'il y en a, et on a laissé nos adresses mail sur la diapo si jamais vous avez des questions complémentaires auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une petite question à poser pour les quelques minutes qui nous restent? Alors, faut-il voir les stratégies de compréhension des textes narratifs avant d'étudier les textes documentaires, ou le contraire, ou peu importe? C'est une vaste question. En fait, je pense que, je vais parler du côté des... Je pense que c'est en partie indépendant, d'accord? Parce qu'on travaille un peu des choses spécifiques. Mais typiquement, il y a des éléments sur l'utilisation des documents. On ne va pas revenir sur tout comment on fait une inférence, etc. Donc, je pense que c'est complémentaire, mais ça peut être utilisé de manière potentiellement indépendante. Oui. Il y a quand même des stratégies un peu de base dans la partie narrative qui seront réexploitables dans les textes documentaires. Après, toute la partie sur comment interpréter la question, comment chercher, elle est un peu indépendante du contenu, donc effectivement, ça peut être fait en parallèle. Mais je pense que pour les élèves les plus en difficulté, il y a quand même toute une partie de stratégies de base à acquérir qui sont nécessaires et qui sont plus abordées dans la partie narration. Alors, je pense que c'est pas la même chose. Donc, le guide pour moi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le cahier d'activité pour les élèves, ça leur permet de retrouver à la fois tous les exercices des différents temps de la séance, et aussi d'avoir, comme il y a un temps, une espèce de mémo pour se rappeler de la stratégie et se rappeler ce qu'il faut mettre en œuvre pour la stratégie. Donc, c'est vraiment un support pour l'élève. Maintenant, le guide pédagogique, voilà, il permet d'avoir des connaissances pour l'enseignant sur la stratégie, comment la mettre en œuvre, mais... Alors,
En fait, c'est difficile d'avoir les cahiers sans avoir le guide, parce que le guide, toute la partie modelage, par exemple, elle n'est pas du tout dans la partie élève. Ouais. Hein, ouais. Là, c'est dans l'autre sens, tu vois. Mais, il vaut mieux avoir le guide pédagogique et pas les cahiers que l'inverse. Oui, voilà. Si vraiment vous voulez être indépendant, ne pas pouvoir acheter ne pas avoir à acheter les cahiers, il y a un autre outil, en tout cas pour la partie narrative, qui existe, qui est toujours chez Hatier, qui s'appelle 11 stratégies pour apprendre à comprendre, et dans ce cas-là, qui est totalement autonome. Là, c'est vraiment l'idée d'avoir à la fois une partie un peu plus, j'allais dire, autonome pour les élèves, dans lesquels ils ont toutes les activités, ils vont garder une trace des stratégies qu'ils ont étudiées, et puis à côté de ça, d'avoir pour l'enseignant quelque chose de très guidant et qui décrit toute la démarche, voilà. Mais dans laquelle vous n'aurez pas, par exemple, tous les exercices à photocopiables, ce qui est le cas dans l'autre outil dont j'ai parlé avant. Est-ce qu'il existe l'outil pour les cycles 2? Alors, pas encore sous cette forme-là. Il y a un... Alors au CP, il y a le manuel qui s'appelle Le voyage de Lily et Paco. C'est pas tout à fait la même forme. C'est pas la même forme, donc c'est un manuel d'apprentissage de la lecture, mais qui comprend une partie compréhension, qui est exactement dans la même philosophie que ce qu'on vient de vous présenter. Et puis, on va débuter un travail sur les CE1. On espère, on attend un financement de projet. Voilà, donc ça devrait arriver, pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a une question aussi, faut-il voir les stratégies de compréhension avant d'étudier une œuvre complète? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais non. En fait, il y a deux buts. Il y a un, il est pour approfondir la compréhension de stratégies, enfin, d'œuvres complètes. C'est important d'avoir des stratégies pour pouvoir aller plus au fond. Pour autant, on peut tout à fait étudier les œuvres complètes. Oui. Indépendamment de ça, parce que l'objectif est différent. Hein, pas dans un objectif d'enseignement de la compréhension. Oui, dans un objectif de découverte de ce que c'est que le langage. On peut quand même travailler la compréhension d'autres façons. On peut expliciter des choses en tant qu'enseignant lorsqu'on lit des choses. On sait juste que c'est moins efficace pour acquérir des stratégies et pour cet approfondissement de la compréhension. Voilà. Il ne suffit pas d'être confronté à des œuvres complètes pour apprendre à comprendre. Par contre, ça permet d'acquérir du vocabulaire, par exemple, ça permet plein de choses. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et des conseils, pistes pour gérer au mieux l'hétérogénéité de nos classes? Alors, ce qu'on sait… Alors, j'ai parlé de l'étayage différencié. L'enseignement explicite, il prévoit des temps pendant lesquels les élèves sont en activité. Le premier temps de pratique guidée, puis ensuite de pratique autonome. Le guidage, il va varier d'un élève à l'autre. Et l'étayage que va amener l'enseignant. Et puis, j'ai aussi dit que la partie pratique autonome, elle peut être plus ou moins autonome. Donc, pour les élèves qui ont bien acquis les choses avec la pratique guidée, pas de problème, on va les laisser en autonomie, ça va vraiment être de l'entraînement. Pour les autres, je pense que là, on va refaire de l'étayage, quitte même à refaire du réenseignement avec ces élèves-là. Refaire du modelage, redonner des explications. Est-ce que l'outil est en grande difficulté en dispositif RASED? Oui, il y a beaucoup d'écrits. Du coup, il faut voir le niveau en termes de fluence en lecture de mots, etc. Ou ça peut être, en fait, il y a à la fois beaucoup d'écrits, mais tout l'enseignement peut se faire à l'oral. En tout cas pour le narratif. Oui, pour le narratif. Et puis, l'idée, c'est quand même que les activités, comme l'a dit Anna, sont très focalisées sur une seule difficulté. On a essayé d'éliminer toutes les autres difficultés. Donc, en ça peut s'appliquer quand même à des élèves qui ont des grandes difficultés parce que on va focaliser leur attention sur une seule difficulté à la fois de manière très précise. Les activités, elles sont aussi très progressives et très simples au début, justement pour favoriser cette entrée et cette compréhension, y compris pour des élèves qui sont en difficulté. Voilà. Et d'autant plus que les premières stratégies qui sont abordées, ce sont aussi des stratégies qui normalement sont acquises en CM1, voilà, en tout cas pour une bonne partie des élèves. Et donc c'est plutôt, nous on les a mises là plutôt pour rentrer dans la forme d'activité, mais pour les élèves qui sont en grande difficulté, elles peuvent tout à fait être très utiles et justement débloquer certaines choses. Alors, on va voir, c'est une dernière petite question peut-être, et puis on va arriver à la fin du webinaire. Aurélie, ok. Non, pour l'instant on a des merci. Super. Non. Parfait. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin avant de…
peut-être une petite remarque. Je pense que la structure des manuels, c'est aussi une bonne façon de comprendre ce que c'est qu'un réel enseignement explicite. L'enseignement explicite, ça ne se limite pas à la compréhension. Voilà. Donc, ça peut aussi servir à avoir des modèles en tant qu'enseignant pour appliquer ce type d'approche pédagogique à d'autres domaines. C'est aussi ça, ça peut aussi servir de… on peut voir une structure d'enseignement explicite, comment elle est construite, qu'est-ce que c'est qu'un modelage, et parce que c'est assez compliqué pour les enseignants, parce qu'on ne les a pas formés à ça, de comprendre ce que c'est réellement. Et donc, voilà, de se faire une culture au moins là-dessus. Et Hervé est en train de vous taper. Super, ben merci beaucoup. Ah, allez, une dernière question. Alors, vous êtes vu inspiré de la stratégie Alors, Maryse Bianco, elle fait partie des co-auteurs de ça. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. parce que l'outil dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Home Stratégie, il était là avant Lily et Paco, avant le voyage de Lily et Paco. Voilà. Et donc, c'est un seul groupe de travail qui a travaillé un peu là-dessus, sur cet enseignement stratégique. Donc, on se connaît tous, on travaille tous ensemble. Pour les élèves qui ont déjà automatisé certaines stratégies, l'idée, bien sûr, c'est de s'adapter. Comme on le disait, en fait, les différentes phases, elles peuvent s'adapter. Oui. On a aussi prévu dans les guides des exercices complémentaires pour ceux qui ont besoin de plus de temps et de plus d'itérations en fait, d'exercices du même type pour comprendre la stratégie. Et à l'inverse, pour les élèves qui ont déjà automatisé, ça peut aller plus vite. Mais l'enseignement explicite, il n'est pas néfaste au bon. C'est-à-dire que parfois, l'explicitation… Parce que c'est aussi les élèves qui vont expliciter, donc ils vont prendre conscience de ceux qui sont déjà capables de faire. Et en ça, ils vont progresser. Très bien, ouais, super. Super. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas, si vous avez des dernières questions, à les envoyer aux 2 adresses mail qui apparaissent à l'écran. Vous allez recevoir un email à la fin du webinaire avec le replay. Donc, n'hésitez pas à le revoir et puis à le partager avec vos collègues. Et ce replay sera également disponible sur la chaîne YouTube des éditions Hatier, si vous cherchez à le retrouver ou à le partager. Merci beaucoup et très belle fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais sortir, je vais arrêter.